Bonjour. Dessinateur de bande dessinée et bruxellois d'origine, mais résident en France, j'anime l'Argo Winch depuis 30 ans. En 1989, lorsque Jean Van Damme me propose d'adapter l'Argo en BD, je suis immédiatement enthousiaste. L'idée d'encore pouvoir raconter des histoires d'aventure dans un monde décidément trop inventorié est assez exaltante. Mais à la différence des années 50, elles auront pour cadre des univers urbains. Avec l'Argo, on allait parler d'argent, d'économie et surtout de trahison. Vu l'empathie héréditaire que suscite la richesse en France, on aurait pu penser que la vie d'un milliardaire n'intéresserait personne. Mais c'était sans compter que notre homme n'était responsable de rien, ni de sa fortune, amassée par son père, ni du père lui-même d'ailleurs, puisque petit orphelin yougoslave, il avait été adopté. Notre héritier, dès le début, était plus sympathique qu'un gagnant au loto, n'ayant lui-même jamais rempli de grille gagnante. De surcroît, c'est un rebelle, un idéaliste, un chevalier moderne que les abus insupportent, bien qu'il n'hésite jamais à faire justice lui-même, éliminant ses adversaires parfois de manière un peu expéditive. Che Guevara du capitalisme ou humaniste? Ni vraiment de droite, mais ni vraiment de gauche, il est finalement assez inclassable. En 2014, avec l'arrêt de Van Damme comme scénariste et la reprise imminente par Eric Giacometti, je réfléchissais pendant cet intermède à la meilleure manière de faire évoluer ce personnage dans ce monde en accélération. On avait changé de millénaire, mais surtout, avec la généralisation de l'ordinateur personnel et celle d'Internet, on était entré depuis 90 de plein pied dans une nouvelle ère. Dès sa naissance, l'Argo s'était trouvé en porte-à-faux entre la vieille et la nouvelle économie. Il était temps de rattraper ce retard, accumulé depuis 15 ans. Les réseaux sociaux prenaient de l'importance et les échanges y étaient de plus en plus virulents. Les critiques commençaient à fuser de toutes parts, fustigeant certaines célébrités françaises d'avoir préféré la Suisse, l'Argentine, les Caraïbes comme cadre de vie, délaissant la France et ses impôts. Et l'Argo, je m'interrogeais, pouvait-il décemment encore au XXIe siècle conserver son statut d'évité fiscal avec des parts de fondateurs planquées au fond d'un coffre à Lucerne? Allait-il encore longtemps conserver la sympathie des lecteurs? Sa refiscalisation m'est soudain apparue comme une impérieuse nécessité. Et il y avait urgence. Sauf que, entre l'émergence d'une idée et la sortie d'un album, 3 années peuvent parfois s'écouler. Et je me demandais si j'allais encore pouvoir devancer l'histoire en marche, car dans le cas contraire, l'Argo serait perçu comme un lamentable suiveur qui, contraint par l'actualité, aurait fini par retourner sa veste. 3 années d'inquiétude, où chaque semaine qui passait, je voyais la tendance se renforcer, comme lors de ce coup de semonce en avril 2016 avec les Panama Papers. L'album L'Étoile du matin est finalement sorti en octobre 2017. Et 3 semaines plus tard éclatait l'affaire des Paradise Papers. Flair, intuition, on appellera cela comme on veut, mais un créateur comme un chef d'entreprise qui veut investir sur des nouveaux marchés, doit savoir faire la différence entre la mode d'une saison et ces petits changements dans nos habitudes qui bouleverseront des années plus tard la marche du monde. Un métier passionnant mais exigeant. Un album de BD, c'est 12 mois de travail, 7 jours sur 7, à 135 heures par semaine, plutôt que les 35 habituels. Ma grande liberté, c'est d'y maîtriser le projet de A à Z. De fait, avec ma participation à l'écriture de l'histoire depuis peu, la recherche de documentation, la création des personnages, qui est un véritable casting, comme au cinéma, le dessin au crayon et sa mise au net à l'encre, la maîtrise de la mise en couleur, et enfin la création de la couverture. Aujourd'hui, c'est presque une exception dans le monde du travail, où depuis Ford et l'invention de la chaîne de montage, les tâches sont fragmentées. Ce sentiment de liberté, je l'éprouve aussi lors des repérages sur le terrain. Ils sont toujours d'ailleurs surprenants. Comme à San Francisco, où traversant la ville sur la banquette arrière d'une voiture de police, toute sirène hurlante, juste parce que le chef de poste désirait
me faire visiter leur tout nouveau commissariat, un modèle du genre selon lui à ne pas manquer. Mais c'est aussi se retrouver sanglé dans un harnais au-dessus du vide à la verticale des buildings de Hong Kong, portes grandes ouvertes sur les patins d'un hélico, à prendre des photos façon grand reporter. Ou encore cette autre fois à Londres à 10h du matin, à attendre en compagnie d'un poivreau l'ouverture d'un pub pour y faire des prises de vue hors affluence. Et ne plus pouvoir s'en débarrasser parce qu'il vous trouve hyper sympa et qu'il s'imagine pouvoir noyer son spleen dans la Guinness avec vous. Chaque album est une nouvelle expérience, en fait, qui me fait découvrir un nouvel univers ou un domaine d'activité dont j'ignore souvent tout. Bien sûr, régulièrement, je me trouve confronté à des problèmes apparemment insolubles. Et j'ignore pourquoi, mais les solutions et les idées surgissent toujours au beau milieu de la nuit ou devant une tasse de café au petit matin. D'ailleurs, comme le dit Jean-Claude Carrière, on n'explique pas pourquoi une idée arrive subitement, elle surgit et cela demeure un mystère. J'ai pour habitude de dire que j'ai la chance de faire un des plus beaux métiers du monde, en totale liberté. Pas de patron, pas de client, que des partenaires. Un scénariste, Dupuis, mon éditeur de toujours, et une horde de lecteurs. La bande dessinée, comme certains autres arts, la musique par exemple, résulte d'une combinaison un peu étrange, presque contre nature, qui mêle l'artisanat solitaire dans le silence d'un atelier à un développement industriel à grande échelle. 80% des ventes se font en grande surface. Autre singularité de la BD, le profil le plus répandu étant la série, ce sont les lecteurs qui, par leur geste d'achat, votent à chaque nouvel opus pour leur produit préféré, lui permettant ainsi de survivre jusqu'au numéro suivant. Ce qui me fait dire qu'après 30 ans d'existence, l'Argo ne m'appartient plus totalement, mais appartient désormais aussi à ses lecteurs. Et si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est grâce à eux, à ces lecteurs, et aussi à quelques personnes qui un jour ont jugé bon de me donner une chance. Quelque chose chez moi a dû les en convaincre, mais je ne saurais dire quoi. Au fond, seul ce mérite inconscient m'appartient peut-être vraiment, parce que ma liberté, cette chère liberté, ce sont les autres qui nous l'octroient. Merci.